Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde, toujours en compagnie d'Elisabeth. Bonsoir à tous. Alors ce soir, le thème de l'émission sera explosif et riche. Riche comme le plateau réuni dans ce studio. Nous allons parler d'histoire, mais une histoire qui fait encore l'actualité, de manière assez scandaleuse, hélas. Nous allons parler du maréchal Pétain, qui a encore défrayé la chronique à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Alors, on ne pourra pas nous taxer, me taxer moi en particulier qui organise cette émission, de passéisme. On ne pourra pas décemment nous accuser de nous complaire dans le passé et dans des questions polémiques et inutiles, alors que la France doit faire face à de graves menaces. Nous sommes d'accord. Ce sont les médias qui parlent régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, de la Deuxième Guerre mondiale, notamment les radios d'État, et du maréchal Pétain en particulier, pour le salir, pour caricaturer et même mépriser la réalité historique. Et justement, il y a peut-être un lien entre les manipulations historiques et la situation de la France aujourd'hui. Alors nous évoquerons cela au cours de cette émission. Nous ferons aussi un certain nombre de rappels historiques importants et de remises à l'endroit. Et nous parlerons aussi de ce paradoxe extraordinaire que constitue le fait que plus on s'éloigne de cette période, moins la discussion est apaisée, ou même possible. Plus on s'éloigne de la Deuxième Guerre mondiale, et plus on verse dans la haine, dans la division, dans l'hystérie, dans la diabolisation. C'est quand même extraordinaire. Alors, pour parler de tout cela, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le colonel Michel Lepargneux. Bonsoir, mon colonel. Vous êtes l'auteur d'un livre à paraître intitulé « Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire ». Ce sera aux éditions des Cimes dans un mois environ, courant décembre. Voilà. Nous avons aussi dans le studio Christian Becquerout, ancien député à l'Assemblée nationale. Nous avons Didier Rochard, bien connu des auditeurs, puisqu'il est patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonsoir, chers auditeurs. Patron d'émission historique. Vous êtes là depuis très longtemps. Rappelez-moi l'année de votre engagement. Première émission, septembre 88. Ah, voilà. 30 ans. Oui, bon anniversaire. Vous êtes d'ailleurs aussi ancien officier. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir Adrien Abosi, avocat, auteur de deux ouvrages. L'un qui s'intitule « La France divisée contre elle-même » et l'autre, tout récent, « L'affaire Dreyfus ». C'est aux éditions Altitude. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, ne perdons pas de temps, entrons directement dans le sujet. Et je voudrais, pour commencer, faire une petite remise en perspective historique et chronologique, puisque les nouvelles et récentes polémiques ont éclaté à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Y avait-il vraiment lieu, question faussement naïve, de rendre hommage au maréchal Pétain à propos de son rôle pendant la Première Guerre mondiale? Quel a été vraiment son rôle? Est-ce qu'il est si important qu'on le dit ou qu'on le disait plutôt autrefois? Qui se lance là-dessus? Christian Becquerout. On va en dire quelques mots, si vous voulez. Oui. Peut-être rappeler quand même que le futur maréchal Pétain, va partir à la retraite comme colonel. Hein. Alors, peut-être qu'il n'est pas inutile quand même de rappeler, parce que on le retrouvera également entre les deux guerres et avec 1939-1940, que l'armée française vient de subir quand même une crise dans les années qui précèdent, avec notamment l'affaire des fiches. Ah oui. Ce sont je crois qu'il y a eu 18 000 ou dans ces eaux-là, entre 15 et 20 000 fiches établies par le Grand Orient, et que après une série, ça ne sera plus le Grand Orient qui fera les fiches, ça sera les préfets. Mais enfin, il s'agit de ficher tous les officiers, généraux, supérieurs, voire même subalternes, qui ne correspondent pas, qui ne font pas preuve de grande fidélité républicaine. Alors, rappelons que ça se passe en 1905, cette affaire. C'est en 1905, et il faut savoir qu'effectivement, c'est promu, non pas au mérite, mais sur les orientations philosophiques et politiques, donc a priori au moins républicaines, sinon maçonniques. Voilà, nous sommes dans la Troisième République, qui est évidemment maçonnique. Voilà, on les retrouve en général, ils sont un bon paquet de généraux qui sont limogés par Joffre dès le début de la guerre et envoyés à Limoges, d'où le terme limogé.
Hein. Donc, à l'inverse, parmi les 19 officiers qui ont eu une promotion très rapide dès le début de la guerre, colonel, général de brigade, général de division, voire général de corps d'armée, et pour quelques-uns, donc je ne sais plus si Castelnau l'a eu, je crois que oui, il le mérite, mais notamment le général Pétain, il y en avait 14 qui avaient été fichés justement par le Grand Orient comme à ne pas promouvoir. Bon, alors que Pétain donc avait fait une bonne carrière, mais il avait surtout développé des idées assez pas assez neuves, mais il était un des rares au niveau des officiers, ou de ceux qui ont passé l'écran, de rappeler que le feu tue. Hein, il était sans doute beaucoup plus proche de la guerre de sécession, voire effectivement peut-être de la guerre russo-japonaise, hein, que de Sadoba ou de Sedan. Hein. Donc voilà, que Pétain donc gravit rapidement tous les échelons, et en février 2016, ça serait un peu, hein, en février 1916, il est appelé pour prendre en main le secteur de Verdun. Alors que même si mon grand ancien, le colonel Drian, s'était illustré avec les chasseurs au bois des corps, hein, la situation est très critique. Donc là, le maréchal Pétain a fait preuve de calme. Général. Il était général à l'époque, effectivement. Le général Pétain a fait preuve de beaucoup de calme, de sens de l'organisation, de savoir également accompagner les poilus dans l'effort gigantesque qui leur a été donné. D'abord, par les rotations pour ceux qui tenaient le front, cette ligne, que ce soit en première ligne, en seconde ligne, voire à l'arrière, organiser quand même des temps de repos, voir les permissions. Et autre mérite qu'a eu le maréchal Pétain, le général Pétain, donc à l'époque, oui, excusez-moi, c'est que il va faire tourner à Verdun la majorité des unités françaises. 75 à 80% des unités de l'armée française vont défiler à Verdun, alors que les troupes allemandes du Kronprinz, hein, sont toujours les mêmes. Et quand il y a des vides, on complète les vides. Mais imaginez-vous effectivement la hantise, hein, des soldats allemands qui, une première fois on y échappe, une deuxième fois on y échappe, etc. Mais à la énième fois, on doit commencer à être, je crois, très inquiet. Et incontestablement, je pense que toutes ces mesures humaines, il faut se rappeler que quand les unités montaient, hein, ou revenaient de la première ligne, Pétain était là, toutes les fois que ça passait devant son quartier général, il était là pour les regarder et les saluer. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a fait le grand mérite donc du général Pétain. Savoir qu'ensuite, progressivement, il y a eu différentes interventions, mais il termine comme général en chef de l'armée française, puisque Foch, lui, est généralissime des armées alliées. Voilà, si vous voulez, pour expliquer que sur ce plan-là, le maréchal Pétain, qui est devenu maréchal à la fin de l'année, la guerre, n'a surtout pas démérité, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant cette guerre-là, et qu'il a acquis auprès des poilus une estime, une confiance énorme. Une vénération. Voilà, une vénération qu'on retrouvera en 1940. Voilà, si vous voulez, sur le plan de... Oui, Adrien Bouzy. J'aimerais ajouter un petit point concernant la révolution défensive. Pétain a fait une petite révolution offensive, donc avec l'usage massif de l'artillerie, ce que n'avait pas compris Joffre, parce que, petite parenthèse, le scandale c'est qu'on n'ait pas célébré Pétain, mais il y a un deuxième scandale, c'est qu'on ait célébré Joffre. Parenthèse fermée. Mais il y a aussi une révolution défensive. Quelle est cette révolution défensive de Pétain ? C'est que il avait donné pour instruction de ne pas hésiter, en cas de défense, de reculer sur une deuxième ligne de position, si cette deuxième ligne de position était plus facile à défendre, ce qui permettait en plus au passage de faire que l'artillerie allemande tombe dans le vide en quelque sorte, et ce qui est économiser des vies. Et si vous le permettez, j'aimerais tordre le cou à un mythe républicain qui est le soi-disant défaitisme de Pétain, que l'on m'oppose par moment. Alors là, je vais citer quelqu'un qui n'est pas un ami, qui est Georges Clemenceau, qui dans son ouvrage « Grandeur et misère d'une victoire » écrit ceci. Pétain, qui n'en était pas moins un grand soldat, avait des jours éclatants et des jours d'équilibre. En de mauvaises rencontres, je l'ai trouvé d'héroïsme tranquille, c'est-à-dire maître de lui-même. Peut-être sans illusion, mais sans récrimination, il était toujours prêt au sacrifice personnel. J'ai plaisir à lui rendre cet hommage. On lui a beaucoup reproché les propos pessimistes de son état-major.
La vérité, et je crois que le pire ne lui faisait pas peur et qu'il l'envisageait sans effort dans une inébranlable sérénité. Mais son entourage faisait trop facilement accueil aux mauvaises paroles. Quelques embusqués d'état-major s'emparaient la boutonnière avec des conclusions qui n'étaient pas celles du chef, inébranlablement demeuré un grand soldat. Ça, c'est du Clémenceau. Didier Rochard, vous Alors, voulez ajouter quelque chose sur cette période? alors- J'ai fait une petite erreur de chronologie. L'affaire des fiches éclate en 1904 et non pas 1905. Oui, Allez-y. Enfin, c'était avant. Voilà, c'était c'était avant. avant. Oui. Scandale incroyable quand même. Vous avez bien fait de souligner Ah oui, Christian oui, Bécaud, c'est absolument. le Grand Orient, donc une loge, une secte occulte qui décide pour le ministère des Armées qui peut monter en grade et qui doit être mis sur le côté. Voilà. J'espère que ça a changé un petit peu. Hein. Ah bon? C'est ce qui provoquera d'ailleurs beaucoup de choses, parce qu'il y a un certain nombre de généraux qui auront des commandements prestigieux et qui emmèneront la troupe au hachoir. Bien, à cause de ces promotions, disons, pour le moins douteuses. Ça ne sera pas fini dans l'armée française. Des promotions éclairs, on en connaîtra un petit peu plus tard, en 40, mais ça, c'est pour un peu plus tard dans l'émission. Alors, toujours est-il que, moi, je voudrais simplement montrer le côté très, très intelligemment stratégique de Pétain. Déjà, à cette période-là, il ne faut pas oublier que Pétain a créé, pendant la bataille de Verdun, l'aviation, qui était une chose tout à fait nouvelle. Et là, c'est un témoignage, j'allais dire, familial que je peux avoir, parce qu'un de mes grands-pères était aviateur à ce moment-là. Et effectivement, il a participé à cette bataille, entre autres, et il a été cassé 3 fois, c'est-à-dire que son avion s'était battu 3 fois. Et c'était l'aviation extraordinaire, surtout une aviation d'observation pour l'artillerie. Et ça a été quelque chose que les Allemands n'avaient pas. Ils avaient une aviation de chasse, déjà, on connaît un certain nombre de très grandes figures, Richthofen, enfin, etc. Mais ils n'avaient pas une aviation d'observation qui permettait donc de moduler complètement et d'une façon très économe en hommes, ce que vient de nous dire notre ami, de moduler l'artillerie qui était utilisée sur le terrain. Donc il était déjà l'idée, je dis pour la suite de l'émission, l'idée de Pétain d'associer l'aviation d'observation ou l'aviation d'attaque avec les troupes au sol, c'est une idée tout à fait moderne, tout à fait nouvelle, qu'on retrouvera un tout petit peu plus tard. Et ça, on en parlera dans les relations de Pétain et de Gaulle, naturellement. Alors, après cette Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain prend un peu en retrait de la vie, de la vie publique, mais non pas de la vie politique, puisque... Oui. C'est lui qui défilera à la tête des troupes de la victoire sur son cheval blanc, Ouais. en passant sous l'Arc de Triomphe, puisqu'il n'y avait pas encore la tombe du soldat inconnu, naturellement. Ouais. Donc c'est lui qui a tous les honneurs, et tous les honneurs mérités, certes, il n'était pas le seul, mais tous les honneurs, surtout, on parlait de la vénération des poilus, Ouais. c'est une vénération qui va se prolonger encore très longtemps après, naturellement, n'anticipons pas sur la suite des événements. Colonel Lepargneux, vous voulez dire quelque chose? Je félicite mes 3 premiers intervenants parce qu'ils ont présenté Pétain d'une façon remarquable. Effectivement, Pétain voulait ménager la vie des soldats contre les partisans de l'attaque à tout prix. Et il avait une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie expectante, savoir prévoir la réussite en ménageant aussi bien les hommes que les moyens. Et je vais donc, vous avez évoqué tout à l'heure ce magnifique préparation de Verdun, notamment avec la voix sacrée, mais je vais vous lire en conclusion une citation que j'aime beaucoup et qui est de Lidelhardt dans son Réputation. Réputation, je donne toujours d'ailleurs, quand je cite quelqu'un, la référence de l'ouvrage, parce que c'est facile de parler sans donner la référence. C'est donc aux éditions Payot de 1931. Voilà ce que dit Lidelhardt. Il s'était montré le premier et un des rares chefs à comprendre le mécanisme de la guerre moderne, tel que l'avaient formé les nations industrielles en armes. Mais il est une chose, pour ainsi dire, certaine, c'est que l'armée française
ne se serait jamais rétabli si Pétain n'avait pas, en 1917, été appelé à la commander. Il rendit la victoire possible. La France aurait parfaitement pu se passer de n'importe quel autre de ses chefs militaires, affirmation audacieuse mais exacte, mais elle n'aurait pas survécu à la crise de 17. Un Foch même aurait vraisemblablement précipité sa chute au lieu de l'arrêter. Voilà tout ce que je peux vous dire. Oui, il faut dire que Sir, ou je ne sais pas comment on dit, L'Île-de-l'Art, est quand même un stratège en matière d'histoire militaire très reconnu et que personne ne conteste. Hein. Ouais. D'ailleurs, qui, comme tous les autres, n'avait pas vu, si on reparle de l'aviation, mais ça on va en reparler tout à l'heure, le rôle de l'aviation. Hein. Je parle pas de nous parlons de l'aviation en appui des blindés. Hein. Oui, oui. Bon, bien sûr, l'aviation d'observation, voire l'aviation de bombardement, c'était OK. Le tandem blindé avion, donc Panzerstuka, les Allemands le découvrent pendant la guerre d'Espagne et l'appliquent en 40. Hein. Et je fais tout de suite une parenthèse, le livre de De Gaulle, L'armée de métier, n'a une petite citation, 5 ou 6 lignes là-dessus, que dans une édition postérieure, faite alors en 1944, mais à Alger. Et ensuite, grâce aux écrits de Fabrelus, ils ont fini quand même par éliminer ce rajout qui était quand même pour le moins malvenu. Audacieux. Oui. Audacieux, je sais pas, malvenu sûr. Malvenu, oui. Bon, alors passons ensuite, parce que nous avons beaucoup de choses à voir, passons sur les années 20. Oui, je pense quand même une chose. Il faut se rappeler que il faut se remettre dans le contexte. Pour nous, la Première Guerre mondiale, voire la Seconde, c'est loin. Hein, même si nous commençons à avoir quelques années derrière nous. Hein. Mais à l'époque, les gens qu'on va retrouver en 40, ils étaient en pleine force, exerçant des commandements, 20 ans, voire moins avant. Or, le lendemain de la guerre religieuse est relancée. 1918, c'est l'armistice, mais c'est aussi la rupture de l'union sacrée. Bon, passons sur le fait qu'il n'y a pas un membre du gouvernement au Te Deum qui est donné à Notre-Dame un jour ou deux après l'armistice. Hein, mais dès que la gauche, avec le cartel des gauches, revient au pouvoir avec Herriot, on relance. Je précise un petit retour en arrière. Le 2 août 1914, le ministère de l'Intérieur envoie un télégramme à tous les préfets. On stoppe l'expulsion des dernières congrégations qui subsistent. Herriot arrive et déclare devant tous les députés c'est une parenthèse, il est temps de refermer cette parenthèse malheureuse. J'ai l'intention, effectivement, nous avons l'intention d'appliquer intégralement la loi. Bon, alors appliquer la loi, ne pas ouvrir des relations diplomatiques avec le Vatican et appliquer la loi républicaine en Alsace-Lorraine, donc pour les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, qui eux vivaient encore sous le régime du Concordat. Et donc il faut se rappeler de ça parce que quand même, rendons hommage au révérend père, donc jésuite de son état, Paul Doncker, qui fait une réponse sanglante à Herriot, et donc entre cette riposte indigné et à juste titre. Je précise quand même que donc le révérend père de Doncker était bien sûr expulsé en Belgique où il avait fini ses études, etc. Revient alors qu'il est réformé. Donc il part. Il est quand même croix de guerre avec cette citation, la Légion d'honneur. Hein. Et il explique à Herriot, on vous a ni vu, ni à tel endroit, ni à tel endroit. Il cite tous les endroits où il a été blessé ou autre. Hein. Et il dit maintenant, vous me demandez, on vous entend, vous nous parlez de vos lois. À ce moment-là, vous veniez pas nous parler de vos lois quand on était sur le front. Nous ne partirons pas, etc. Ça, plus la formation catholique du général de Castelnau, 1 200 000 adhérents quand même, hein, et les échecs, parce que sous la Troisième République, les gouvernements changent, Herriot est dégagé, et donc on s'arrête là. Mais bien comprendre que, non même pas en 1918, mais en 1924, hein, la gauche revancharde et radicale et franc-maçonne relance la querelle. 1940, c'est 16 ans après. Hein. C'est-à-dire que nous sommes en 2002. Hein?
Et n'oublions pas l'action du Père Doncker, car il a créé à ce moment-là les cadets de France, et il a entraîné toute cette génération d'orphelins, pour la plupart. N'oublions pas que la saignée, qui ne sera rattrapée d'ailleurs dans la pyramide démographique qu'en 1956, malgré les victimes de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a en quantité, ce qui n'a rien à voir avec la première. Mais donc le Père Doncker emmène les jeunes orphelins de 10-12 ans sur les champs de bataille pour récupérer les cadavres, pour les enterrer, leur donner une sépulture chrétienne. Et pour leur faire prêter serment pour ces jeunes dans un j'allais dire une mise en scène, c'est plus qu'une mise en scène, c'est presque une liturgie où ils faisaient prêter serment à genoux devant la tombe de celui qui venait d'enterrer en disant, voilà, celui-là, il avait 20 ans, il se préparait à devenir médecin, prends-tu sa place. Voilà, et ça, je le tiens par des témoignages directs. Michel Menu, en particulier, dont j'étais à l'adjoint pendant des années, a fait partie de ces jeunes cadets, et il a fait, je veux dire, récupérer les corps dans les champs de bataille, qui étaient encore tout à fait ouverts, hein, naturellement. Tout n'avait pas été fait. Voilà, pardon, anecdote. Bon, merci pour ces rappels. Alors, revenons à notre thème principal, le maréchal Pétain. J'arrive directement cette fois, si vous le voulez bien, dans les années 30. Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. L'Allemagne connaît, sur le plan économique et démographique, un essor indéniable, une politique donc assez fructueuse sur ces plans-là. Elle réarme parallèlement, voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans les années 30. Pendant ce temps, en France, on a le Front populaire. On ne peut pas dire qu'il réarme. Il y a les congés payés, c'est très bien. Mais les Français n'ont pas la tête aux mêmes choses que les Allemands. Voilà. L'Allemagne est beaucoup plus peuplée, évidemment. On travaille beaucoup plus par semaine. Le nombre d'heures par semaine n'a rien à voir. Enfin, sur tous les plans, on est en décalage complet. On travaille on travaille à la revanche. Oui, et puis on travaille évidemment pas dans le même esprit. Il faut dire que l'Allemagne a été aidée par les anglo-saxons, puisque, comment s'appelle cet économiste anglais qui est partisan de l'investissement public dans le nom de Keynes, merci. Keynes qui réaffirme qu'il faut que la France se relèvera, mais qu'il est essentiel pour le commerce international que, effectivement, l'Allemagne ne soit pas trop abaissé, parce que là, il y a un potentiel de développement libéral, économique, etc., essentiel qu'il faut préserver. Et des intérêts, alors ça, c'est un très vaste sujet qui déborde notre émission de ce soir, l'émission de... tout simplement parce que il y a aussi la construction du Berlin-Bagdad, il y a l'aspect du pétrole, etc. Là, on déborde un petit peu en politique internationale, mais c'est vrai que ça va énormément marquer la politique générale de l'Europe, et on va retrouver ça, naturellement, dans les différents aternoiements de nos démocraties face à la montée d'Hitler. On peut préciser à ce sujet que le petit ouvrage de Jacques Bainville, paru dès 1920, est remarquable sur ces questions-là. Il annonce tout. Il annonce tout. Il décrit tout. Le point que j'évoquais tout à l'heure, la France se relèvera, mais il faut aider l'Allemagne. Il fait l'éloge de, bien sûr, il est entendu que de notre temps, rien ne dépasse l'importance du commerce, et il y a là une spécialité qui, dans un âge scientifique, appelle la déférence des hommes d'État. C'est donc le libéralisme qui est annoncé et la primauté de l'économie sur toutes les autres valeurs. C'est pas du tout pour minorer l'économie, mais voilà. Ça, Bainville, effectivement. Les conséquences politiques de la paix. Oui, les conséquences de la paix, ouvrage. Je crois que c'est ça, c'est le titre de l'ouvrage. 1920. Prophétique. J'en ai un exemplaire d'origine. Alors, ouvrage prophétique qui annonce, hélas, les malheurs à venir, qui sont dus en bonne partie au traité de Versailles, bien sûr, notamment. Alors, je crois que c'est très important de replonger dans ce contexte, parce que, comme disait tout à l'heure François, on a tendance aujourd'hui à développer cette maladie qui s'appelle l'Uchronie, c'est-à-dire à considérer les choses d'hier à travers notre état d'esprit d'aujourd'hui. L'anachronisme. Et on est évidemment complètement... Finalement, on ne peut pas comprendre la réalité des choses si on ne se replonge pas véritablement dans le contexte, à travers les ouvrages, à travers
maintenant, les témoignages, il n'y en a plus vraiment de cette époque-là, naturellement, mais enfin, on a eu de grands témoignages à travers le livre. Et il faut vraiment se replonger pour se rendre compte ce qu'était d'abord le Front populaire, ce qu'était cette liesse extraordinaire après les saignées de la guerre, etc. Et, les congés payés dont vous parliez tout à l'heure. La der des der. La der des der. Pour les Français, il n'y aura plus de guerre de ce style. Exactement, le pacifisme de la gauche en particulier, d'ailleurs, à cette époque-là. Et parallèlement à ça, les associations d'anciens combattants. C'est à ce moment-là que montent les Croix de Feu, que montent des différents mouvements comme ça qui vont galvaniser les survivants de la guerre, qui sont tous devenus des héros, naturellement. Et il faut voir cette ambiance qui est tout à fait particulière. Et puis, de l'autre côté, à l'Est, derrière la ligne bleue des Vosges, il y a ce peuple allemand qui, naturellement, a aussi connu cette saignée des jeunes hommes à l'époque, et avec les mouvements révolutionnaires en Allemagne, souvent initiés par des femmes, des veuves. Et par conséquent, il va y avoir cette grande volonté de revanche du peuple allemand, effectivement aidée par les anglo-saxons. Les anglo-saxons auront toujours pendant la guerre, après, entre les deux guerres et après pendant la Deuxième Guerre mondiale, un rôle tout à fait ambigu. Je peux rappeler quand même qu'un des problèmes qu'avaient les anglo-saxons et l'Angleterre en particulier, c'était le développement d'une marine par l'Empire allemand. Hein. Alors je rappellerai simplement 2 dates, puisque je les ai lues tout à l'heure, pardonnez-moi, c'est pas pour être pédant, hein, mais la flotte allemande qui avait été stockée à Scapa Flow se saborde le 21 juin 1919, une semaine avant le traité de Versailles, qui est lui signé le 28 ou le 29 juin 1919. J'ai dit 14 1919. 19, oui, non, 1919. ouais. Donc bien comprendre que une fois réglée la suprématie navale des Anglo-Saxons, il s'agissait au contraire de freiner les prétentions de la France, qui après tout apparaissait comme le grand vainqueur militaire de la guerre de 14-18. Hein, et on ne comprend pas. C'est important à se rappeler parce que on va retrouver, quand on nous abreuve de la solidarité entre alliés, hein, on pourra la retrouver dans la campagne de 40 si on a l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, absolument. Alors, nous sommes dans les années 30, tandis que l'Allemagne se réarme. Le maréchal Pétain n'est pas du tout déconnecté de ce qui se passe. Et il tire même la sonnette d'alarme sur le plan militaire au cours de conférences sur l'état de l'armée française, ses faiblesses et ses lacunes, en particulier l'Allemagne. C'est un général qui va dénoncer le manque de moyens. Suivez mon regard. Oui. C'est-à-dire que entre les deux guerres, il va bien dire que, attention, les affaires ne sont pas encore terminées. Lui, il sait que, par des contacts certainement, il sait très bien que l'Allemagne, au départ, ne réarme pas. Mais, par exemple, l'Allemagne développe des sociétés de chasse, des sociétés de tir. Bon, tous les Allemands, tous les hommes vont participer à des sociétés qu'on peut qualifier aujourd'hui de paramilitaires. Bien. Donc, il y a une véritable volonté. Et puis, n'oublions pas qu'entre les deux, il y a eu la révolution russe, la révolution soviétique. Et que les renseignements, on va beaucoup parler de renseignements par la suite aussi, mais les renseignements savent très bien que les communistes, enfin les marxistes soviétiques, sont en train d'aider Hitler à réarmer. C'est-à-dire qu'ils forment les chefs de char, ils forment les pilotes d'avion. Alors pas en Allemagne, elle n'a pas le droit de le faire. Mais en Union soviétique. Mais en Union soviétique, toujours pour affaiblir l'Ouest en quelque sorte, l'Allemagne va les Allemands, plus tard les nazis, vont bénéficier de cet entraînement considérable. Avec un certain Guderian. Avec un certain général Guderian, là aussi dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors hélas, mais je crois quand même que par rapport à ce que dit le maréchal, il faut se rappeler, on vous l'avait évoqué tout à l'heure, que les politiques suivent le peuple et les militaires sont soumis aux politiques. Hein, et que de toute façon, c'est la der des der, le peuple français qui a été saigné à mort aspire à la paix. Ces hommes politiques aspirent à la paix,
Hein, et à la limite, j'allais dire que les moyens ne sont pas donnés aux militaires, ou on choisit les militaires qui sont choisis pour mettre en œuvre cette politique. Donc c'est la ligne Maginot, etc., si vous voulez, parce que on ne veut plus de cette hécatombe. Voilà, on est purement sur la défensive. Et projetons-nous après, quand dans la période cruciale, la débâcle de juin, donc effectivement, il y a deux hypothèses, c'est que est-ce qu'on arrête les combats, ou est-ce qu'on transforme la France en terre brûlée, au profit de l'Angleterre, qui elle est pour l'instant protégée par la Home Fleet, par la marine anglaise, et par l'aviation que Churchill, très opportunément, a mis à l'écart. Absolument. Colonel Lepargneux. Oui, un petit détail. Vous parlez de la ligne Maginot. En 1934, il ne faut pas oublier que Blum a littéralement, j'emploie un terme pas correct, emmerdé Pétain, lui refusant tous les crédits. Et alors on a dit, mais Pétain, finalement, il a dit, pas de problème, etc. On a la ligne Maginot. Mais on a déformé complètement l'histoire. Pétain a dit à l'époque, la ligne Maginot est infranchissable à condition que on la prolonge en faisant des abattis dans les Ardennes, qu'on y mette une division, qu'on garde nos troupes au sud de la ligne Maginot et non pas au nord. Et en réalité, rien n'a été fait. Et finalement, les Allemands, ils sont arrivés, ils sont passés, alors qu'ils n'ont trouvé aucune résistance à cet endroit-là. Je tiens à le dire, parce qu'on a raconté des âneries. Oui. Notamment l'historien en culotte courte que je cite dans mon ouvrage. Dans les premiers chapitres. Ouais. Et à noter que les renseignements français, donc le colonel Rivet, en particulier, on en parlera après, parce qu'il aura un adjoint qui sera le colonel Paillol, que j'ai eu la chance de bien connaître. J'ai fait plusieurs émissions sur cette radio, d'ailleurs, avec Paillol, on en parlera tout à l'heure. Et il se trouve que Rivet avait le plan de bataille allemand. Et qu'il a même fait réussir à faire évoluer le plan de bataille allemand, grâce à un certain nombre d'espions, appelons-les comme ça, enfin de contacts qu'il y avait dans l'armée allemande et dans l'état-major allemand. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Or, en France, on n'a jamais cru le renseignement. Ce sera vrai entre les deux guerres, ce sera vrai pendant la drôle de guerre, ce sera vrai après, pendant la guerre 39-45, ce sera vrai en Indochine, ce sera vrai un peu partout. Voilà. On ne croit pas dans la véracité des renseignements humains obtenus. Mais je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'environnement international, parce que tout ce qui est reproché pratiquement donc au gouvernement de Vichy présidé par le maréchal Pétain ne tient pas compte de l'environnement international. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, que ce soit Roosevelt, etc. Tout à l'heure, on juge aujourd'hui l'action du gouvernement de Vichy, du gouvernement de Pétain, à l'aune de ce que l'on sait. D'abord, nous, on sait que les Alliés ont gagné. À l'époque, ils ne le savaient pas vraiment. Et puis ensuite, on le juge d'après nos propres conceptions contemporaines, en quelque sorte. Et on ne voit absolument pas l'environnement, etc. On a un peu oublié dans tous les discours, y compris de nos chefs d'État. On en parlera aussi tout à l'heure, certainement. N'oublions pas que on a oublié qu'il y avait les Allemands étaient en France à partir de 1940. Alors, on a l'impression que... c'est pour ça que ça va au-delà de l'anachronisme. En fait, c'est une abstraction de la réalité. Tout à fait. Il est fait abstraction de la réalité de l'occupation. Un truc tout bête, il oublie un truc dont on parle plus du tout, c'est le ravitaillement. C'est-à-dire que l'une des premières choses à mettre au crédit de Vichy, ça a été le ravitaillement. Et à l'époque, je crois qu'il y a une statistique, les Français ont perdu en moyenne 10 kilos. Voilà. Et cette réalité n'existe plus. Et toutes les problématiques liées au ravitaillement, les chantages liés au ravitaillement, passent complètement à la trappe lorsqu'on aborde cette question-là. Et on reverra ça à Montoire lorsque... Alors, attendez, nous allons... on ne grille pas les étapes, mais... Non, mais un des points, si on est sur la période de la campagne de France et la période qui précède l'armistice, il faut bien voir que... Mais, alors, quand même, soulignons
10 mai, les Allemands déclenchent l'opération, donc direction la Hollande et la Belgique. 13 mai, percée de Sedan. 14 mai, oui. 14 mai, enfin les deux. Il y a déjà une tête de pont le 13 mai, et le 14 mai, c'est l'une des rares fois où la RAF vient nous aider. Ils en engagent 90 appareils, ils en perdent la moitié d'ailleurs. Hein, alors soit la chasse, soit les fameux tubes de 88 anti-aériens. Hein. Et ensuite... pardonnez-moi, d'un seul coup, je me suis perdu dans mes profils. Alors, on faisait la chronologie de oui, donc, oui, parce que là, si vous voulez, oui, je reviens. 13 mai ou 14 mai. Ouais. Le 17 mai, Roosevelt écrit à Churchill, nous revenons à la puissance navale. Sachez que les ports américains sont là pour mettre à l'abri la flotte britannique. Le 17 mai. Et trois jours après, Churchill lui répond, non mais attendez, moi je me bats jusqu'au bout, mais si demain, un autre gouvernement britannique décide de traiter avec l'Allemagne, bien sûr qu'il doit conserver la Home Fleet, hein, c'est ça, oui, la marine anglaise, comme moyen d'échange. Donc voilà le schéma. Et poursuivons tout de suite, le 24-26 mai, les Britanniques reçoivent l'ordre de se replier sur la côte. La reddition de Dunkerque, de Calais, doit être vers le 26-28 mai, par là. Hein, sans prévenir Végan en plus. Hein, sans prévenir Végan, oui, bien sûr. Donc, et bien sûr, Churchill, très justement, n'a jamais beaucoup engagé l'aviation anglaise, mais là, toute l'aviation anglaise est repliée, si elle ne l'était pas déjà, sur la Grande-Bretagne. Ce qui, vu du point de vue anglais, était justifié. Mais ce qui n'est pas justifié, c'est qu'ensuite, enfin là, l'égoïsme britannique, on n'en attend pas tant, mais des hommes politiques français, on pourrait attendre un peu plus de clairvoyance, de dire, mais à ce moment-là, le fameux accord de mars 40, on poursuivrait la guerre ensemble, c'est surtout pour se protéger que les Anglais ne nous refassent pas le coup de 1919. Absolument. Et d'ailleurs, une partie de l'armée française s'est sacrifiée autour de la poche de Dunkerque pour préserver l'évacuation de l'infanterie anglaise avec tous ces bateaux. Le cas échéant d'ailleurs, en rejetant à la mer un certain nombre d'unités françaises qui avaient des velléités de vouloir prendre ces bateaux pour se réfugier en Angleterre. Dernier point, pardon, allez-y. Et d'ailleurs, Daladier ne voulait pas engager les combats contre l'Allemagne tant qu'il n'y avait pas un nombre d'unités anglaises suffisant. Mais comme par hasard, il a sauté. Voilà. Alors, et Paul Reynaud a été un peu plus audacieux. Il faut quand même rappeler que la Troisième République n'a pas préparé l'armée française en dépit des avertissements du maréchal Pétain. C'était pas le seul évidemment. Et du coup, ça s'est payé très cher. Alors, elle était pacifiste quand il ne le fallait pas, et puis elle est devenue belliqueuse quand c'était trop tard. Les nationalistes de leur côté, parce que Macron a beaucoup parlé de nationalisme ces dernières semaines, mais il faudra en dire un mot tout à l'heure. Bien sûr. Et bien c'était l'inverse. C'est surtout l'impérialisme économique qui est fauteur de Grecs et de guerre. Alors c'est la débâcle. L'armée française est victime de certaines défaillances de commandement, d'erreurs stratégiques, d'une aviation peut-être qui n'était pas assez au point, d'un système de transmission vétuste. Vous confirmez, je suis pas expert, mais je le fais très vite. Didier Rochard. Je crois que chronologiquement, on a oublié un point très important dans la carrière de Pétain. Oui. C'est qu'il a été nommé ambassadeur en Espagne. Il a donc été au contact avec Franco. Oui, en 1939. Et là, il aura une importance considérable, puisque c'est lui qui va influencer Franco. Et Franco ne s'alliera jamais à Hitler, malgré les demandes incessantes d'Hitler. Mais là, vous êtes déjà à Montoire. Oui, alors, on va revenir là-dessus. Tandis qu'il faut savoir qu'en mai 40, l'Italie n'a pas déclaré la guerre, puisqu'elle va déclarer la guerre le 10 juin, je crois. Hein. En mai 40, l'Italie qui veut absolument participer à une conférence de paix, parce que c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris bien sûr d'Hitler. Hein. Et donc, il multiplie les possibilités. Il y a j'allais dire, les chancelleries sont très actives, parce que tout tourne autour du fait que la guerre va se terminer et qu'il va y avoir une conférence de paix. Donc, en mai, c'est principalement via l'Italie et également Madrid. En juin, là, les Anglais sont en ligne avec les Suédois. Hein. Et bien comprendre qu'on ne comprend pas l'armistice si, pour ceux qui ont la charge de la France, c'est-à-dire le maréchal Pétain et son gouvernement, il ne s'agit pas
d'être à l'écart éventuellement de la conférence qui s'ouvrira. C'est un point fondamental. On ne comprend pas. Enfin, il fallait bien sûr, c'était une nécessité d'avoir l'armistice sur le plan militaire, c'était une nécessité d'avoir l'armistice sur le plan humain, mais... Oui, alors, avant de parler de l'armistice, réglons quelques détails. Oui, alors je voulais également, avant ça, il y a eu toutes les pénétrations d'Hitler. Il y a eu l'Anschluss, il y a eu la réoccupation de la Ruhr et de la Sarre. Enfin, il y a eu toutes sortes d'avertissements. Et n'oublions pas quelque chose qui est totalement occulté. C'est l'action juridique d'Hitler qui, avant de déclencher la guerre, avait demandé à un juriste allemand, Walter Hallstein, de préparer, en quelque sorte, un plan juridique de saisie des intérêts européens, des différents pays européens, par l'Allemagne, sans faire la guerre. Et alors évidemment, ça a échoué, naturellement, donc Hitler a fait la guerre. N'oublions l'Anschluss, qu'on présente en France comme étant la capture, en fait, de l'Autriche, etc. L'Anschluss, c'est le lien. La traduction, c'est le lien. C'est-à-dire que dans l'esprit des Germains, appelons-les comme ça, ils retrouvaient ils avaient besoin de cet espace pour le peuple allemand, qui avait eu une forte proportion démographique. Erreur de Clémenceau et de tous ceux qui ont fait un traité de Versailles qui a détruit l'Autriche-Hongrie. Exactement. En créant une Autriche-Hongrie miniature qui était la Tchécoslovaquie. Cette nationalité, ou quelque chose comme ça, représentée au sein de la Tchécoslovaquie. Voilà. Et Walter Hallstein, on va le retrouver bien plus tard. C'est pour ça que cette émission est une émission d'actualité politique, en quelque sorte. Puisque n'oublions pas que Walter Hallstein est celui qui fera, en corrigeant trois virgules de ce premier plan juridique de saisie de l'Europe par les constitutions des différents pays européens, ce Walter Hallstein, c'est lui qui sera l'auteur du traité de Rome. Et c'est lui qui va négocier le traité de Rome. Et c'est celui-là qui va devenir, pendant 10 ans, le premier président de la Commission européenne. Ouais. Là, on est source de l'Union européenne. Époque, c'est intéressant. Très intéressant. Alors, cette bataille de France tourne très rapidement à la débâcle, malgré l'héroïsme des soldats français. En un mois, c'est réglé. Le 10 mai, ça commence. Et puis, le 8 juin 1940, le front français est totalement disloqué. Il faut rappeler, parce que les gens n'ont pas toujours en tête, que ça a quand même été extrêmement brutal. Donc, en quelques semaines, il y a eu 100 000 morts côté français, 100 000 soldats. 85 000 et quelques, si vous croyez. Voilà. 100 000, c'est colossal. Toute la France est paniquée, c'est l'exode. C'est 5 millions de personnes sur les routes, c'est-à-dire... c'est 7, je crois même. Ou 7 millions peut-être. C'est d'ailleurs là ce qui explique sans doute un faux pas du maréchal, quand le 17 juin, c'est ça, le 17 juin, il fait son premier discours, et il dit, j'ai pris contact avec l'adversaire, ou l'ennemi, ce qui démobilise les unités. Mais je crois que la grande préoccupation du maréchal, il a 7 ou 9 millions de familles avec enfants, etc., sur les routes, et il a raisonné plus en tant que grand-père qu'en chef militaire. Et il a déjà presque 1 million de prisonniers. Oui. Et il a compris que c'était terminé. Et d'ailleurs, il a été nommé à ce poste en vue de faire des tractations. Colonel Lepargneux. Pourquoi vous dites, cher ami, faux pas? Je veux dire par là Attendez voir. Oui. Voyant cette épouvantable... il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer. Non, mais... Alors il a dit, je vais essayer dans l'honneur de trouver un moyen avec mon adversaire. Je voulais simplement dire, mon colonel, que quand on ouvre des négociations, on ne les lance pas sur les ondes. On attend que le document soit signé. Mais je dis bien, c'était quelque chose qui s'expliquait par ce déferlement de civils sur les routes. On est d'accord, je suis d'accord avec vous. Ça se comprend très bien, mais c'est vrai que ça a démobilisé un certain nombre d'unités qui étaient peut-être mal tenues. Ils en avaient marre, les gens. Alors, ils en ont profité pour dire, on dépose les armes. Mais Pétain n'a pas dit du tout arrêter le combat. Non. Il a dit... Je prends contact. Non, on est d'accord. Je prends contact. Oui. Alors, d'autres unités ont entendu la fin de l'armistice pour arrêter le combat, c'est-à-dire le 25. Le 25 et même la ligne Maginot 10 jours après. C'est très bien écrit, d'ailleurs, par Le Greniec, qui lui-même... Non mais je ne le fais. Je veux dire, on peut considérer que là, il y a eu une annonce qui était un peu prématurée et qui, sur un plan purement militaire, déjà les médias
Bon, Bah oui. messieurs, un petit instant s'il vous plaît, parce que nous devons faire certains rappels. Nous arrivons à la moitié de l'émission. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, l'émission de Thibaut de Chasset, le libre journal de la France profonde. Donc ce soir jusqu'à 23h. Rediffusion ce dimanche de 21h30 à 23h également. Nous recevons ce soir le colonel Michel Lepargneux, auteur de Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire, aux éditions des Cimes. Christian Beckrout, C'est bon. je ne vous écorche pas, ancien député à l'Assemblée nationale. Didier Rochard, patron d'émission à Radio Courtoisie. Et Adrien Abozy, avocat, auteur de La France divisée contre elle-même et l'affaire Dreyfus aux éditions Altitude. Le sujet de ce soir est réinformation sur le maréchal Pétain. Et nous avons 2 questions, je ne sais pas si on a le temps. Allez, Alors, nous avons un message d'un auditeur, c'est l'ADMP. Oui, l'association de défense du maréchal Pétain. Voilà, c'est cela, qui nous transmet le communiqué du 5 novembre à propos de la panthéonisation de Maurice Genevoix. Voilà, je vous lis le texte. L'annulation par le président de la République de l'hommage aux 8 maréchaux de la guerre de 14-18, prévu aux Invalides le 11 novembre, a indigné tous les Français. La presse souligne la volonté de M. Macron, pour éviter d'évoquer le nom du maréchal Pétain, vainqueur de Verdun, de faire entrer au Panthéon Maurice Genevoix, écrivain, académicien, auteur de Ceux de 14. Les conseillers de M. Macron, dans leur zèle pour occulter le nom de Pétain de l'histoire, ignorent-ils que Maurice Genevoix était président du Comité national du souvenir de Verdun et membre du comité d'honneur du centenaire du maréchal Pétain, créé en 1956 par l'ADMP, donc voilà, présidé alors par le général Weygand. Pour honorer Maurice Genevoix et tous ceux de 14, laissons-le dormir en paix et transférons les cendres de leur chef, le maréchal Pétain, à Douaumont, panthéon des héros qui se sacrifièrent pour la patrie. Ce serait là un geste symbolique, national, qui réconcilierait tous les Français. On ne peut qu'approuver. Alors, la DMP, Association pour la défense du maréchal Pétain, dynamique, ancienne mais toujours dynamique association. C'est 5 rue Laribe, Paris 8e. Elle édite notamment un magazine très, très bien fait, très intéressant. Notre message, Elisabeth ? Le maréchal. C'est ça, le maréchal. Oui, alors ça nous ramène un peu en arrière, mais une question. Lorsque Clémenceau parlait devant l'Assemblée nationale, il disait de la France qu'elle était le soldat de l'idéal. Il apparaît qu'il offrait alors à nos gouvernements actuels, pour le 14 juillet 2019, l'honneur d'élever le général de Castelnau à titre posthume à la dignité de maréchal de France, un siècle après que le maréchal Gallieni ait été élevé à cette dignité. La République s'honorerait de cette rectification en l'honneur d'un homme qui avait perdu peut-être même des fils pendant la Grande Guerre. Il a perdu 3. 3. Ah, 3. Sachant que c'était prévu à la base qu'il devienne maréchal, mais en contrepartie, il fallait que Sarrail, qui était franc-maçon, soit également élevé au maréchalat. Alors on s'est dit, finalement, on va n'en faire aucun. Voilà. C'est vrai qu'à titre posthume, on pourrait faire que Castelnau. Oui, mais ce qui est vrai. Et Castelnau a eu une importance considérable pendant la bataille de Verdun, parce que c'était un des adjoints de Pétain. Et précisément, on a essayé de mettre en exergue la personnalité de Castelnau, en disant finalement, Pétain, il était chez sa maîtresse, on ne sait pas où il était, alors que Castelnau était là au combat. Ce qui est une bêtise absolue, naturellement. Oui, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous solliciter, à poser vos questions, vos remarques par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Voilà, les auditeurs qui nous auraient pris en cours de route et par hasard en tournant le bouton de leur autoradio auront vite compris qu'ils n'étaient pas sur France Culture ou sur France Inter, ou alors ils vont vite le comprendre. Mais même sur Radio Luxembourg. Oui, même sur Radio Ici, la parole est libre dans les limites de la loi. Bien sûr. Nous cherchons la vérité, nous disons la vérité, même quand elle peut être pénible. Et puis, cette radio n'est subventionnée par personne. Voilà, n'est pas payée par nos impôts, contrairement aux radios d'État, notamment, qui ne font que de la propagande, malheureusement, souvent gauchiste, cosmopolite, et de la manipulation de l'histoire, sans vergogne. Et mensongère pour toute cette période, c'est évidemment. Donc revenons à cette débâcle. Voilà, la population civile est paniquée, c'est la sidération, c'est la stupéfaction. Tout le monde partait la fleur au fusil, en tout cas en grande confiance. L'armée française avait une très grande réputation, tout le monde était très sûr de lui. C'est la stupéfaction, c'est la débâcle. Alors on appelle cette figure du maréchal Pétain, vénéré par les anciens combattants, unanimement respecté, qui fait
globalement l'unanimité, qui est un homme aussi de respect de la loi. Il n'a jamais eu de comportement politique particulier. Il a toujours été légaliste. Pour l'anecdote, après les émeutes du 6 février 1934, il s'est rendu au chevet de... C'est Léon Blum, je crois, blessés. s'indigner qu'on envoyait quelqu'un de cette envergure comme ambassadeur auprès de Franco. Voilà. Alors on dit que c'était pour... améliorer un peu les relations avec l'Espagne, après le rôle de la République française durant la guerre civile espagnole. Non, mais c'était tout à fait judiciaire. Non, mais ce qui veut dire qu'un socialiste considérait que la personnalité du maréchal Pétain était un trop grand hommage rendu à Franco. Le pourquoi de ce choix politique, je crois qu'il était très bon. Mais voilà. Je pense qu'il a même été déterminant, puisque Pétain a plus ou moins... On ne connaît pas les conversations des deux hommes, mais ils se rencontraient souvent. Et je pense que ça a été déterminant dans la décision de Franco de ne pas rejoindre l'Axe, pas rejoindre... Notamment le 23 octobre 1940. Tout à fait. Mais ça nous amène à Montoire. On arrive en juin 1940, il n'y a plus de gouvernement, démission du gouvernement. Philippe Pétain devient président du Conseil, c'est le 16 juin. Le 17, il fait son discours dont vous avez parlé. Il faut savoir que Paris est tombé le 14 juin. Ouais. Que nous sommes en train, pratiquement au moment où ce discours est prononcé, on est au bord de la Loire. En Bourgogne, etc. L'avancée des troupes allemandes est très rapide, comme le permettent la motorisation de l'époque. Il faut attendre que les sangs suivent pour que le front s'arrête. C'est ce que Rommel avait vu plus tard en Libye. Alors, le 22 juin 1940, c'est l'armistice avec l'Allemagne. Et le 25 juin avec l'Italie. Ou 24, avec l'Italie. 24, voilà. Alors là, il y a quand même des choses à dire. Cet armistice a fait couler beaucoup d'encre et puis a animé les ondes radio, surtout à cette époque. Elle a été longtemps présentée et elle est toujours présentée. À l'époque, ça faisait partie de la propagande gaulliste de présenter cet armistice comme une capitulation. Ce qui est, du point de vue des mots, du vocabulaire, parfaitement inexact, et puis du point de vue politique exact. Parfaitement faux. Expliquez-nous, Christian Bécroute, la différence entre une capitulation et un armistice. La capitulation, d'abord, le chef qui capitule est passible du conseil de guerre et de la peine de mort, me semble-t-il. C'est la capitulation militaire. Donc la capitulation, ça veut dire surtout, et là je parle sous votre contrôle, que il n'y a plus d'administration, en fait, puisque si c'est une capitulation, l'ennemi occupe tout le territoire. Il l'occupe en étant une armée d'envahisseurs. C'est une capitulation. S'il y a une armistice, il reste un État qui peut servir de tampon, c'est le fameux, je crois que ça a été quand même la grande préoccupation du maréchal, entre l'ennemi et les civils, et l'ensemble de la population française. Donc c'est ce qui fait la différence, tandis que dans la capitulation, il n'y a aucun intermédiaire. Il n'y a pas de conditions, l'ennemi peut faire ce qu'il veut, il ne s'engage à rien. Les deux actes n'émanent pas de la même autorité, puisque la capitulation émane de l'armée, alors que l'armistice émane du gouvernement. Voilà. Et donc, l'administration serait restée, même en cas de capitulation, parce que tous les autres pays qui ont capitulé ont conservé l'administration, contrairement à ce que disent d'ailleurs tous les historiens de la Ve République, qui nous disent que l'administration de toute l'Europe s'est arrêtée pendant 5 ans, ce qui est quand même du délire absolu, mais bon, passons. Mais c'est surtout donc l'origine, d'où vient l'acte. Et effectivement, c'est De Gaulle qui commence à parler de capitulation, et il trafique bien entendu le sens des mots, et aujourd'hui dans l'esprit des Français, on ne sait même plus faire la nuance entre ces deux notions. Pour compléter, l'armistice, c'est un arrêt des combats sur les positions qu'on occupe. C'est une suspension. Ouais. Voilà, c'est une suspension des combats. Et puis on commence à discuter. Voilà. Et ça permet effectivement de protéger les civils et puis de faire en sorte de geler en quelque sorte le champ de bataille. Oui, alors de négocier certaines conditions. Alors que l'on peut. Qui ont été substantielles. D'ailleurs, il ne faut pas non plus confondre l'armistice avec un traité de paix. Il n'y a jamais eu de traité de paix signé. Et Pétain, d'ailleurs, l'a répété dans de nombreux discours à l'époque. Il disait la paix n'est pas signée, on n'est pas encore en paix, etc. Ce qui a permis, n'oublions pas, l'armistice, c'est ce qui permet de geler donc le champ de bataille dans l'État, c'est-à-dire qu'il va y avoir une zone occupée par les Allemands, une zone libre qui va être administrée par l'administration française, et surtout un empire qui va rester intact.
Et Voilà, les négociations aboutissent à la sauvegarde de l'Empire qui reste... Et de la flotte. et de la flotte, qui est toujours à Toulon, enfin, etc. Et puis ça permet aussi d'éviter d'avoir encore plus de prisonniers de guerre, puisqu'on était à près de 2 millions de soldats prisonniers, et s'il n'y avait pas eu donc, cet armistice à ce moment-là avec ces conditions, il y en aurait eu près de 2 autres millions en plus. Et certainement un Gauleiter, nommé par Hitler, qui aurait pris en main totalement l'administration. Alors évidemment, l'avantage de cet armistice, incontestable, c'est que l'administration française, l'État français, comme on l'a appelé plus tard, continue à faire vivre la France, bien que plus tard le général de Gaulle dira que effectivement tout ceci est obsolète, n'a jamais existé. Si, l'administration française a tenu. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 22 sur 87 préfets, il y a 22 préfets qui sont partis en déportation parce qu'ils résistaient contre l'Allemagne. Donc il y avait bien une administration qui était en place et qui a permis de sauver ce qu'on a pu perdre. Si vous me permettez, j'aimerais faire une petite liste de cet effet, je dirais, d'inertie globale qu'a eu l'État français par rapport aux demandes allemandes. Alors tout d'abord, d'un point de vue de la fabrication, enfin du matériel militaire, il faut savoir que toutes les usines de zone sud, grâce aux négociations d'Yves Boutillier, ministre de l'économie, étaient réservées à l'armée française. Et la France, à l'époque, a refait sous le nez de l'Allemagne une aviation. Est-ce que les Français sont au courant que l'aviation qui a combattu en Afrique du Nord a été refaite par Vichy? On peut renvoyer aussi au rôle du général Bergeret. Autre exemple, René Norguet, secrétaire d'État à l'industrie, qu'a-t-il fait? Il a soustrait une grande partie des matières premières donc, qui étaient générées donc, par la France aux Allemands. Dans les offices de répartition, on trafiquait les comptabilités, on dissimulait, etc. Concernant le ministère de la Guerre, on a caché les armes. Je renvoie au général Picandard, qui a d'ailleurs témoigné au procès Pétain. Concernant le secrétaire d'État au transport, monsieur Berthelot. Berthelot a tout fait pour qu'un maximum de lignes de train soient encore réservées aux Français et non pas utilisées par les Allemands, à un point tel que le procureur général Mornay, au procès Pétain, a lui-même reconnu qu'on avait stoppé les exigences allemandes sur ces questions-là. Il faut lire le 2e tome des mémoires de Yves Boutillier. Et là, on comprend ce que c'est la résistance technocratique. Aucun gouvernant de la Ve République n'a résisté à la Commission européenne comme Yves Boutillier a résisté au Troisième Reich. C'est une résistance technocratique de génie. Les Allemands nous imposent un traité qui fait que nos exportations seront payées, nos exportations en Allemagne seront payées par le trésor français. Que fait Boutillier? Il fait un nouvel impôt sur les exportations françaises en Allemagne, prohibitif pour éviter les exportations des usines françaises en Allemagne. On pourrait multiplier les exemples de Boutillier à ce sujet-là. Toutes les mesures qu'il a prises pour éviter la colonisation économique de la France par les Allemands. Tout ça, aujourd'hui, n'existe plus. Pourtant, on pourrait faire des séries et des films là-dessus. Mais je renvoie vraiment donc à cet ouvrage-là, d'Yves Boutillier, le 2e tome de ses mémoires, qui s'appelle Finance sous la contrainte. On a l'impression de lire un ouvrage de science-fiction. Et pourtant, tout est factuellement exact. Et aussi, dernier point, sur la question des frais d'occupation, qui ont été réduits unilatéralement par Boutillier en mai 41. Colonel Lepargneux, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais dire que, d'une part, en ce qui concerne la nécessité de l'armistice, aussi bien Amouroux a bien cité en disant que il n'était pas question. Vous n'avez pas la citation d'Amouroux, là? On en a beaucoup. Vous en avez beaucoup dans votre livre. Oui, je suis ennuyé parce que comme je perds la vue, j'arrive plus à retrouver mes papiers. Mais que disait-il en substance? Il disait que il n'était pas que les gaullistes voulaient absolument l'armistice, mais que c'était une vue de l'esprit. Vous voulez la continuation de la guerre? Oui, la continuation de la guerre pour les gaullistes. Oui, mais le refus de l'armistice était une vue de l'esprit. Je n'ai pas la citation dans mon ouvrage. Aujourd'hui, la nécessité de l'armistice n'est pratiquement pas remise en cause, ce qui bouleverserait De Gaulle. C'est dans Henri Amouroux, la page n'est pas encore tournée, édition Robert Laffont, 1993, page 12. Bien, et puis alors, j'ai autre chose que je voulais dire à propos de la différence entre l'armistice et la capitulation. L'armistice, on arrête les combats, on compte ses billes, on discute, mais c'est un arrêt provisoire des combats. Le vaincu peut reprendre les combats s'il le veut. Et ceci est tellement vrai que
Pétain a donné des consignes très précises au général Hunsinger avant d'aller à Rotonde. Il lui a dit surtout ne cédez ni la flotte ni l'Empire, car demain, ça va nous servir. Alors, à ceux qui disent que Pétain était un pessimiste qui ne voulait pas la revanche, c'est une connerie monumentale. Pétain avait parfaitement l'intention de reprendre le combat, mais pas tout de suite. Et c'est ce qui s'est produit le 13 novembre 1942. Oui, mais il parlait d'ailleurs toujours du Boche. Car l'armée française, l'Empire, a été relancé, pas par De Gaulle, il a été relancé dans la guerre par l'amiral Darlan, en sa qualité de numéro 2 du régime. Et l'armée qui a été relancée, l'armée d'Afrique, a été faite par Weygand, à la demande implicite de Pétain. Et sachant que le 4 août 1940, Pétain avait donné l'ordre à Darlan de relancer l'Empire et la flotte dans la guerre si la zone libre était envahie par les Allemands. Et le 11 novembre, lorsque ça s'est produit, Darlan a enclenché cette mission et il a relancé la guerre selon les instructions de Pétain. Mais quel Français c'est ça aujourd'hui ? Oui, absolument. Et je précise juste que sur ce point-là, il faut lire les mémoires d'Eisenhower. Eisenhower qui rend hommage au rôle de Darlan. On ne peut pas nous dire qu'on cite des sources pétainistes comme ça. Non, mais bon, je continue parce que c'est capital. Vous avez Churchill qui reconnaît que grâce à l'armistice, il a pu reprendre un peu d'air. Qu'est-ce que j'avais marqué là ? J'avais marqué, oui, le 8 juin 1944 à Marrakech, Churchill déclare au général George, en juin 1940, après la bataille du Nord, l'Angleterre n'avait plus d'armes. Nous n'avions pas vu la question des chars et celle de l'aviation sur un plan suffisant. L'armistice nous a, en somme, rendu service. Hitler a commis une faute en l'accordant. Il aurait dû aller en Afrique du Nord, s'en emparer, pour poursuivre sur l'Égypte. Nous aurions eu alors une tâche bien difficile. Attendez-moi 2 secondes. Cette citation-là est très intéressante parce que si vous étudiez les livres du général, du colonel Michelet plus exactement, il reprend parfaitement, effectivement, cette phase du combat. Et alors, je prends une citation de De Gaulle lui-même. De Gaulle a reçu le général Audy qui commandait les troupes d'Afrique, qui était le général qui avait la responsabilité des troupes aériennes sous les ordres du maréchal en Afrique du Nord. Et quand il est allé voir De Gaulle en 1941, général Audic, De Gaulle lui a répondu: l'armistice était nécessaire, mais surtout n'en dites rien. Voilà. Je trouve ça scandaleux d'avoir attaqué en permanence le maréchal, alors qu'il a reconnu qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et tout à l'heure, nous évoquions l'abstraction qui est faite de la réalité. Je demande aux auditeurs de faire un effort d'imagination. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que s'il n'y avait pas eu un gouvernement français, la répression contre la résistance n'aurait pas été 100 fois pire? Bien sûr. Je te donne un exemple. En Tchécoslovaquie, un Gauleiter dont j'ai oublié le nom se fait assassiner. Heydrich. C'est pas Heydrich? Je crois que c'est Heydrich. Oui, je pense. Quelle est la réaction allemande à ça? On rase une ville de 2000 habitants. On n'a pas eu d'équivalent de ça en France. Donc, est-ce qu'il y aurait pu avoir ces réseaux de résistance gaullistes s'il n'y avait pas eu le gouvernement de Pétain? La réponse est évidemment non, car la répression aurait été autrement impitoyable. Gaulliste et non gaulliste. Hein. Surtout non Il faudra gaulliste. quand même rappeler, c'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais que... Sur l'armistice, si vous voulez, De Gaulle s'est il y a accaparé la deux mythes qui sont le rédu breton et donc se réfugier en Afrique du Nord. Alors, moi, dans mes lectures, puisque je reste, pardonnez-moi pour j'allais dire les auteurs engagés qui méritent encore plus d'éloges, mais je reste dans des auteurs bien connus. Robert Harron, Oui. Henri Amouroux, François-Georges Dreyfus, vous voyez, bon. Hein. Et en l'occurrence, je ne sais plus lequel, mais je crois que c'est Henri Amouroux, dans ses 2 derniers volumes, Pour en finir avec Vichy, qui explique que le rédu breton, comme le repliement en Afrique du Nord, n'aurait pu être mené efficacement en juin 40 que s'il avait été préparé en mars 40, c'est-à-dire 2 mois avant l'offensive allemande. Et pour la petite histoire, entre autres, un chef d'entreprise qui était chargé d'essayer de faire au dernier moment le rédu breton
à un moment donné, fait un aller-retour à Paris pour dire, mais attendez, j'ai aucun moyen, etc. Quand il revient à Rennes, il y a les Panzers qui défilent et qui laissent d'ailleurs un état-major de division français totalement libre, puisque de toute façon, ils foncent sur Brest. Donc, ce n'était absolument pas possible, sauf que ce soit un alibi pour amener le gouvernement sur le Ré du Breton pour l'amener en Angleterre. Voilà. Et puis, de vous à moi, si on était en Afrique du Nord, il y avait les Italiens en Libye, on pouvait nous canarder par l'aviation en Sicile, en Sarne, etc. Mais cette question-là, de toute façon, en réalité, elle a été tranchée dès 1945. Il faut lire le procès Pétain, le duel Reynaud-Végan, où Reynaud se prend une fessée déculottée. Vraiment, c'est jouissif. Mais au procès Pétain, on dit l'armistice n'est pas un des chefs d'accusation. Hein. Oui, et au grand dame de De Gaulle, De Gaulle, qui est furieux. Képi Ier n'était pas content. Alors, Churchill ça c'est fondamental. Hein. Alors, Churchill disait lui-même, je n'ai pas dit que le gouvernement de Vichy, en signant l'armistice, avait commis un acte de trahison. Mais j'ai trouvé à Londres quelqu'un qui le prétendait, c'était un général français, je m'en suis servi. Bon. Et puis, il faut voir les déclarations des Allemands. Helmut Kraut-Kramer, historien allemand, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas apprécié à sa juste valeur le rôle que la France avait joué entre les deux camps ennemis. Déjà, voilà, la France est entre les deux camps ennemis. Elle était neutre officiellement. Voilà. Le combat mené par la France et la façon dont elle s'est relevée de sa défaite n'ont pas commencé avec l'appel du 18 juin. On sait que c'est un faux appel, etc. Mais tout a débuté, et peut-être avec plus d'efficacité, avec l'armistice de Rotonde et l'utilisation de l'espace libre et de la liberté de manœuvre qui était laissée à la France. Ça, c'est un historien allemand qui le dit. Il faut rappeler d'ailleurs donc, que cet armistice, mot masculin, je le rappelle en passant, on fait souvent l'erreur, c'est vrai que c'est tentant. L'armistice a été validé par l'ensemble de la classe politique les 9 et 10 juillet 1940, lorsqu'ils ont décidé de réviser les lois constitutionnelles et déléguer le pouvoir constituant au maréchal Pétain à une majorité écrasante. Voilà. Et Herriot parlait à l'époque de sa vénération pour le maréchal Pétain, soit dit en passant. Voilà. L'ensemble de la classe politique, là... Mais ce qui est encore plus important, indépendamment des problèmes franco-français, c'est que, j'allais dire, vu sous l'angle global de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est une erreur de Hitler, donc effectivement, et il n'y avait pas de poursuite possible, et ça a été, Pétain se rappelait qu'en 1918, il estimait qu'on avait signé l'armistice trop tôt, ce qui a permis à l'armée impériale d'affirmer qu'on avait été poignardé dans le dos. Ce qui pouvait être vrai de certaines insurrections d'extrême gauche, mais de toute façon, on lui avait permis de tenir ce langage parce qu'on avait signé l'armistice trop tôt. Mais ce qui compte surtout, c'est, je répète, le côté international. On vient de voir le cas de Vichy, mais savoir que les Américains, un des dilemmes, un des malentendus du 8 novembre 42, on anticipe, mais c'est qu'effectivement, bon, peut-être que les Américains ont joué en solo, ont joué seuls, non pas informés, mais surtout ce qu'attendait Weygand, il n'était pas encore en tôle, il n'était pas été encore arrêté par les Allemands. Ce qu'attendait Weygand comme attendait Pétain, c'était un débarquement en Provence. C'est ce que Weygand avait dit. Si les Américains arrivent avec 5 divisions, je les fous dehors. S'ils arrivent avec 50 divisions, je leur ouvre les bras. C'était ça. Mais malheureusement, l'armée américaine n'était pas du tout opérationnelle en novembre 42 pour faire un débarquement au contact direct de la Wehrmacht. Et elle n'a pris pied en Afrique du Nord, entre autres, que grâce à l'armée Weygand, reprise par juin. Alors, absolument. Et Roosevelt avait prévenu Pétain que, effectivement, les armées américaines allaient débarquer en Afrique du Nord. Et les envoyés de Pétain, il y en avait quand même quelques-uns, il y avait des contacts, et les Américains avaient tout fait, à la demande de Pétain, avaient tout fait pour que ce ne soit pas que les Anglais ne débarquent pas. Parce qu'il y avait le souvenir de Mercer-Kébir. Et par conséquent, le débarquement ne s'est fait qu'avec des troupes américaines. Il y a eu une escarmouche pour justifier vis-à-vis des Allemands que la France se défendait contre les Américains. Les Allemands ont demandé à Pétain de déclarer la guerre aux États-Unis, ce que Pétain n'a jamais fait. Et c'est là qu'on voit le génie diplomatique du maréchal Pétain. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on relance l'Empire français dans la guerre, on conserve le gouvernement de Vichy et on n'a pas un surcroît, je dirais, de répression
du peuple français. Et il y a quelqu'un qui a aussi écrit des très belles choses là-dessus, c'est un certain Saint-Exupéry, qui explique très très bien dans un journal, Letter to Frenchmen Everywhere, je crois. Pardon pour l'accent. Il explique très très bien cette problématique. Voilà. Mais tout le génie diplomatique de Pétain, je le répète, on le voit à ce moment-là du mois de novembre 1942, puisqu'on a le beurre et l'argent du beurre. Et n'oublions jamais une chose, c'est que si Darlan ne s'était pas fait assassiner, ça aurait été lui à la tête de la France libre. Bien sûr. Absolument. Tout à fait. Et Quel Français c'est ça? Et c'est De Gaulle c'est De Gaulle qui a fait assassiner Darlan de façon à ce que parce que Darlan prenait sa place. En Il faut, fait. bien comprendre également que la position de Darlan, d'abord il a été le maréchal Pétain lui a donné le feu vert par un câble secret qui existait avec l'amirauté, mais de toute façon les Allemands, le débarquement se fait le 8 novembre, les Allemands envahissent la zone occupée le 11 novembre, je crois. La zone libre, pardon, le 11 novembre. Donc, d'ores et déjà, pendant 2 ou 3 jours, il est bien évident que pour Darlan, qui doit tenir compte de la situation en France métropolitaine, on y va sur des œufs. C'est pour ça que je dirais que vous avez employé le terme de génie diplomatique pour le maréchal. Je veux ne choquer personne puisque je suis vraiment. Mais je veux dire qu'il n'y a plus de génie là, si vous voulez. Il a tenu une ligne qui correspondait à la fois aux besoins de la population française, mais également aux nécessités de la guerre internationale. Et on a beaucoup critiqué l'amiral Darlan à tort et à raison, mais entre le 8 novembre et le 13 novembre, il a été quasiment impeccable dans la mesure du possible, je dirais. Non, mais voilà. Et à chaque fois qu'il a avancé un pas, il l'a fait au bon moment, malgré les pressions qu'il y avait autour de lui. Il savait quand il fallait lâcher, etc. Et moi, je tiens à rendre hommage à l'amiral Darlan, vous voyez. Mais tout à fait, parce qu'il était fidèle au maréchal, il comprenait la position, les difficultés du maréchal et du gouvernement de Vichy. Et l'amiral Darlan est une des personnalités les plus calomniées aujourd'hui encore dans l'histoire de France. On en fait un ultra collabo. C'est absolument scandaleux. C'est lui qui a relancé l'Empire dans la guerre. Et il faut réhabiliter Darlan, dont la tombe, je crois, est à Alger aujourd'hui encore. Et donc, je voudrais revenir sur un petit détail. Alors rapidement, mon colonel, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Non, à propos de Montoire. Montoire, Pétain voulait savoir en fait si les Anglais voulaient ou pas se rapprocher des Allemands directement. Et puis il voulait essayer de discuter avec Hitler pour améliorer le sort des prisonniers, le sort alimentaire. C'est la rencontre, quelques mois après, c'est le 24 octobre 1940, rencontre à Montoire. Oui, alors je lis ça parce que c'est quand même intéressant. L'interprète d'Hitler auprès de Pétain, et qui s'appelle Paul Otto Schmidt, déclare ceci: pas une seule fois Pétain n'eut un mot aimable pour Hitler. Son attitude donnait l'impression d'une sorte de hauteur. Je n'ai compris qu'après la guerre, l'attitude que le maréchal Pétain avait eue à Montoire, en apprenant que, le jour même de cette entrevue fameuse, le professeur Rougier discutait en son nom avec Churchill, apportant à celui-ci l'assurance que la France n'entreprendrait jamais rien d'incompatible avec l'honneur contre son ancien allié. Aujourd'hui, quand je compare le compte-rendu de cet entretien de Londres, autrement plus concret avec celui de Montoire, et en tenant compte des événements ultérieurs, je suis enclin à conclure que le maréchal Pétain fut le vainqueur diplomatique de Montoire. C'est Paul Otto Schmidt qui dit ça. Il y a un livre d'ailleurs qui s'intitule Montoire, Verdun diplomatique, de Louis-Dominique Girard. Montoire, Verdun diplomatique. Bombe atomique. Et c'est à ce moment-là que les Allemands appellent Pétain Der Fuchs, le renard. Voilà. Ils se sont rendus compte très rapidement ils se sont mordus les doigts de l'armistice. Et n'oublions pas que si Pétain a envoyé le professeur Rougier à Londres en temps et en heure, en même temps que la poignée de main de Montoire, qu'on a beaucoup reproché à Pétain, c'est tout simplement parce que par la diplomatie vaticane et par l'ambassadeur du Japon à Vichy, il avait appris que l'Angleterre était en train de traiter, de tenter de traiter une paix séparée avec l'Allemagne. Et auquel cas, la France se serait retrouvée en caleçon, en quelque sorte. Et par conséquent, Pétain a voulu absolument négocier de cette façon. Écoutez, Paris Match a fait un numéro spécial sur Churchill pas très longtemps. J'en fais pas la Bible, bien sûr, mais il sort un titre
Hein. Churchill, enfin, quand il rentrait au Conseil de guerre, enfin, le War, je sais pas quoi, War Office ou un truc de genre, hein, Churchill n'était pas sûr de ressortir Premier ministre. Parce que il y avait le camp de l'apaisement, avec Lord Halifax, voire Attlee et Chamberlain, hein, alors que bien sûr, Churchill, lui, il était incontestablement pour la guerre. Donc, c'était un problème. Pour en venir à Montoire, effectivement, 22 octobre, Hitler voit Laval. 23 octobre, il voit Hendaye. Ce qu'on oublie de dire, justement, c'est par l'intermédiaire d'un colonel d'aviation, un ambassadeur, que je ne sais pas le Renzo Sawada. Voilà, mais je parle du Japon. Un ami de la France. Donc, Pétain avait été informé des projets de Hitler, a convoqué l'ambassadeur d'Espagne, l'a envoyé voir Franco, et lui est revenu, il lui avait dit surtout, moi je ne bougerai pas. Hein. Et donc Franco, ensuite, n'a pas refusé le passage des troupes allemandes, il l'a, comment dirais-je, dilué, enfin il l'a pas dilué, il l'a retardé en faisant des exigences, selon la méthode, bien sûr, même chose en France, pour reconquérir les colonies passées à la France libre. Hein, on disait, oui, il nous faut ceci, il nous faut ceci, il nous faut cela. Hein. Et Churchill savait parfaitement que l'Allemagne ne pouvait pas débarquer en Angleterre, tout simplement parce que Churchill avait un financier qui s'appelait Sir Henry Strakosch. C'était un banquier autrichien, un banquier juif, qui avait encore ses antennes en Allemagne et qui avait renseigné Churchill en lui disant que l'Allemagne n'avait pas les capacités maritimes, les capacités de débarquement en Angleterre. C'est bien que Churchill savait que Hitler ne pouvait pas débarquer des troupes en Angleterre. On précise que Montoire se fait, la mission Rougier se fait alors qu'en septembre, il y a eu une deuxième attaque, donc gaulliste et anglaise, contre Dakar, et que la résistance des Français les a mis en bonne position, justement, dans certains cas, pour refuser des demandes allemandes, voire pour essayer de se réarmer un peu, etc. Messieurs, il nous reste vraiment peu de temps, malheureusement. Alors maintenant, je vais vous demander chacun de dire une ou deux choses qui vous semblent importantes de préciser, de corriger sur cette période et sur la personne du maréchal Pétain ou de l'État français, voilà, plus généralement. Très rapidement sur la question juive, puisque aujourd'hui, on attaque toujours Pétain sur cet angle-là. Je serai bref. Premièrement, est-ce que la police française a déporté des juifs ? Réponse, en août 41, oui, mais pourquoi ? Parce qu'elle était réquisitionnée par les Allemands au titre de la Convention de La Haye. Ce n'était pas par ordre du gouvernement. C'est août 41 ou 42 ? 41. J'arrive à 42. En 42, Vichy négocie avec les Allemands, mais Vichy négocie-t-il pour augmenter le nombre de déportés ou pour le réduire ? Pour le réduire, c'est pour mettre un veto sur la déportation des Juifs français. Donc quand on nous dit que Pétain n'a pas saugé le Juif français, c'est un petit peu fort de café. Et quand cet accord va voler en éclats à la fin de l'été 43, donc Héloïse Brunner, SS, va venir en France, là c'est la Gestapo qui va s'en occuper, et là ils déporteront sans discrimination les Français et les étrangers. Sur la rafle du Veldiv, je rappelle que Xavier Vallat a informé le docteur Nora de la survenance de la rafle, ce qui a permis à un grand nombre de Juifs de la région de s'enfuir et de ne pas être attrapés dans la rafle. La rafle initialement visait 25 000 personnes, elle en a touché que 12 000. On oublie de rappeler le rôle de Xavier Vallat. On pourrait parler longuement de Xavier Vallat, qui est un héros français. Ensuite, Pétain a toujours mis le veto sur le port de l'étoile jaune en zone libre. On peut quand même le rappeler de temps en temps aussi. Oui. Bon. Je rappelle aussi que Pétain, et ça il faut lire le livre de l'historien israélien Alain Michel, c'est lui qui l'a découvert, a découvert donc qu'il y a eu des demandes de Vichy pour que les Juifs étrangers soient emmenés aux États-Unis, ce qui d'ailleurs a été refusé par les États-Unis de l'époque. Mais si les États-Unis l'avaient accepté, il n'y aurait pas eu ces déportations qu'on a connues, notamment au Veldiv. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on dit, bien entendu, Pétain a sauvé des vies juives. Et concernant juste le statut des Juifs, pourquoi l'a-t-on fait ? Le système nous dit pas de pression allemande, c'est parfaitement faux, il y avait des pressions allemandes. Je ne rentre pas dans les détails, je renvoie au livre d'Alain Michel, mais je dis simplement que les statuts des Juifs ont été faits toujours dans l'optique de faire retirer les ordonnances allemandes sur la question juive. Tout à fait. Le maréchal Pétain a fait le maximum pour sauver... Il a fait même plus que le maximum, si je puis dire. Français, quelle que soit leur confession. Alors, et en février, les Juifs français honnêtes, moi je connais une dame qui m'a parlé de ça justement il n'y a pas très longtemps, qui m'expliquait qu'elle était donc d'origine juive et qu'elle ne supportait pas qu'on touche
à la mémoire du maréchal Pétain, parce que s'il était là, c'était grâce à lui qu'il avait sauvé sa famille, etc. Dernier mot. Mais bon, plus personne n'ose parler de ça maintenant. Bah moi aussi, et Zemmour aussi, remarqué. Alors Zemmour aussi, c'est à son crédit. Et je précise qu'en février 43, qui rend visite au maréchal Pétain ? Le rabbin, le grand rabbin de l'époque. On peut quand même le préciser de temps en temps. Et donc, puisque vous parlez de cette question-là, moi je vais dire 2 mots simplement. Je recommande à nos auditeurs de lire le livre de Michel Boisbouvier, qui est un docteur et qui est mort d'ailleurs. Et ce livre s'appelle Pétain, trahison ou sacrifice. Il a été édité chez Godefroy de Bouillon en 2008. Je leur demande de faire cet effort, d'acheter ce livre-là, parce que le problème des rafles a été remarquablement étudié par Michel Boisbouvier, je répète, Michel Boisbouvier, Pétain, trahison ou sacrifice, édition Godefroy de Bouillon, Ouais. 2008, et préfacé, je dois dire grâce à moi d'ailleurs, parce que je connaissais bien Dreyfus, préfacé par Dreyfus. Oui. Et la préface du livre de Dreyfus est remarquable. Ouais. Et il dédouane largement toutes les accusations qu'on a pu faire sur Pétain à ce sujet. Et un ultime mot aussi, des rafles ont été empêchées en septembre 42 par Laval, et Pétain a roulé les Allemands dans la farine en été 43 et a empêché une rafle aussi. Donc quand on nous parle de l'horreur de la rafle du Veldiv, on pourrait aussi nous rappeler que Pétain et Laval ont chacun empêché une nouvelle rafle. Exactement, vous avez parfaitement raison. Bon, alors voilà, arrêtons-nous là sur cette question particulière. Juste un point quand même. Il faut savoir qu'en 42, le printemps 42, la préoccupation majeure donc du régime hitlérien, c'est de rafler le maximum de main-d'œuvre sur l'ensemble de l'Europe pour compenser justement le départ des Allemands pour le front. Hein. Donc c'était ce point-là qui donnera ensuite le STO et tout ça. Mais savoir que même la déportation donc des Juifs effectivement étrangers, qui était organisé quand même avec l'UGIF, hein, l'Union Générale des Israélites de France, qui était animé par des juifs tout à fait honorables, mais je crois que à ce moment-là, on ne voyait pas du tout, j'allais dire, les camps de la mort et la destruction systématique. Alors, c'était, on savait que c'était sans doute pas des colonies de vacances, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il y avait des grands risques, mais incontestablement, ça s'inscrivait dans cette politique de rafler de la main-d'œuvre sur l'ensemble de l'Europe pour les besoins de l'industrie du Reich. Étant précisé que les réseaux de résistance étaient relativement indifférents à cette question-là aussi. Ah oui, soyez en passant. Ah bah tout le monde. Tout à fait. D'ailleurs, cette question est devenue cruciale avec toutes les émissions de télévision que l'on connaît, etc., et les livres. Cette chose est devenue cruciale dans les années 50. Mais avant, on en parlait très peu, y compris pendant le procès de Nuremberg. Oui. Et puis le maréchal Pétain lui-même, il n'a pas été condamné. Exactement. Petite anecdote que je voulais rappeler, enfin, qui n'est pas si anecdotique que ça, c'est les espions arrêtés par Vichy. Très important. L'Allemagne, donc le vainqueur, se méfiait du vaincu, elle avait raison, on en a un petit peu parlé, et les services de renseignement allemands, qui bénéficiaient d'un budget énorme, voire illimité, ont recruté du personnel à tour de bras. Voilà. En France, hein, ailleurs aussi, mais en France. Et en France, 80% de leurs agents étaient de nationalité française, attirés parfois par l'appât du gain ou le goût de l'aventure ou d'autres choses. Bref, et ils avaient pour mission de pénétrer, de noyauter l'administration française pour l'orienter. Voilà. Eh bien, en l'espace de 28 mois, l'État français, donc du maréchal Pétain, a fait arrêter plus de 2000 espions au service de l'Axe, hein, en France et dans l'Empire. Ils ont été mis au secret, afin que leur chef ne sache pas leur lieu de détention. Ils ont été arrêtés sous le chef d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État pour avoir entretenu des relations avec une puissance ennemie. Hein. C'était le chef d'accusation officiel. Alors, 2000 espions au service de l'Allemagne arrêtés donc sur le territoire français par l'État français. Une centaine de condamnations à mort prononcées, pour aboutir finalement à 40 exécutions quand même, hein, 40 Français exécutés pour espionnage au service de l'Allemagne. Le maréchal Pétain, qui était souvent sollicité pour accorder sa grâce, a fait preuve, là aussi, en réduisant le nombre d'exécutions par rapport à celui des condamnations à mort, d'une certaine humanité, d'une certaine miséricorde, comme en 1917, lors de la crise du moral dans l'armée, où il avait réduit des 9/10 le nombre des exécutions, parce qu'on lui reproche aussi parfois une certaine sévérité, mais il faut rappeler cela. Et les condamnés à mort étaient balancés au Sahara. Non, alors on les a gardés à l'ombre, si je puis dire, vu le soleil. C'est quand même curieux. Il nous reste quelques minutes. Alors,
On n'ose plus trop parler de tout ça aujourd'hui. C'est curieux parce qu'on s'éloigne de cette période, mais la chape de plomb s'alourdit. Plus personne n'ose rien dire. Les hommages au maréchal Pétain sont de plus en plus éloignés. Les dégradations sur sa tombe sont de plus en plus fréquentes. Les profanations avec croix cassées, etc. Alors tout ça est excité évidemment par les médias. Les médias excitent à la haine en permanence. Voilà les résultats. Plus personne n'ose en parler ni rappeler certaines vérités. Certains font preuve d'ingratitude en particulier. Je voudrais rappeler, moi, ce petit texte que j'ai retrouvé un peu par hasard de Monseigneur Lefebvre, donc chef de file des catholiques traditionalistes. C'était en 1987. Les traditionalistes étaient encore assez unis, si je puis dire. Le père de Monseigneur Lefebvre était mort, avait été arrêté par la Gestapo. Il était à Tourcoing. Il avait été arrêté à la Gestapo en 41 pour fait de résistance, déporté et puis mort en 44 en déportation au camp de Sonnenburg du fait de brutalité. Bref, donc Monseigneur Lefebvre avait une certaine autorité pour parler de tout ça. Il a organisé un pèlerinage à l'Île-Dieu sur la tombe du maréchal Pétain et il a tenu ce discours qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet. Je cite: « Réunis autour de votre dépouille mortelle, persuadés que l'ignoble traitement que vous avez subi dans ce lieu de déportation vous a valu, grâce à la miséricorde de Dieu et à votre esprit de foi, d'être en possession du bonheur éternel, nous tenons par notre pèlerinage en ces lieux à vous rendre hommage, à vous qui avez 2 fois sauvé la France. » Et qui non seulement l'avait sauvé, mais l'avait restauré spirituellement et moralement, en lui faisant retrouver ses fortes traditions de foi, de travail et d'amour de la famille. Alors ça, c'est le début de l'adresse, je n'ai pas le temps de la lire entièrement, mais ça rappelle quand même... Bon, juste pour vous dire que moi, j'ai effectivement été hébergé dans la maison de René Lefebvre par son fils Michel, et donc René Lefebvre, l'industriel de Tourcoing, condamné à mort en mars 41, avant Barbarossa, et donc est mort au bagne de Sonnenburg 2 ou 3 ans après. Je pense que ce qui explique beaucoup l'acharnement, enfin une bonne partie de l'acharnement contre le maréchal Pétain et le régime de Vichy en général, c'est ce qui a été évoqué un petit peu dans cette adresse que je viens de lire, c'est que c'est un régime qui a quand même produit des fruits indéniables de redressement politique, économique. Il a remis le catholicisme à la base de la société. Voilà, il a remplacé la lutte des classes par l'entente entre les classes, avec les corporations notamment. Il a mis un terme à la prédation financière, au pouvoir des banques, etc. Il a restauré le moral de la France, les vertus traditionnelles, les valeurs traditionnelles, et ça, on ne lui pardonne pas. Voilà. Donc, tous les coups sont permis par des gens qui sont animés d'une idéologie opposée, cosmopolite, gauchiste, tout ce qu'on voudra. Tous les coups sont permis pour diaboliser l'État français parce qu'il a porté ses fruits. Et ceux qui veulent échapper à cet amalgame auront beaucoup de mal, puisque dès lors qu'on va proposer un programme de renouveau national, de remise en ordre de la France sur des bases saines et traditionnelles, eh bien, on va se retrouver accablé de ce mensonge historique, et c'est pour ça qu'il faut les combattre, et c'est en ça que cette question est en lien avec l'actualité, qu'on le veuille ou non. Exactement. Voilà, nous devons couper, messieurs, je vous remercie beaucoup. Vous pourrez retrouver les détails de cette émission, les auteurs, les références des livres sur mon site thibautdechasset.com. Merci beaucoup. Merci.